La plupart des conventions de l'ONU et des accords internationaux et régionaux en matière de droits humains stipulent une interdiction absolue de la torture et des peines et traitements cruels, inhumains ou humiliants. Veiller au respect des traités internationaux et au respect des droits humains est la principale action d'Amnesty International. Pour en parler avec nous, je reçois Marie Auchard, représentante de l'ONG. Bonjour Marie Auchard. Bonjour. Alors pour commencer, petit point sur les droits internationaux, à quoi servent-ils ? En l'occurrence, puisqu'on parle de la guerre, ce qu'on appelle les droits ou le droit de la guerre, ça peut paraître paradoxal, on n'a pas le droit de faire la guerre, mais le droit de la guerre permet de limiter et de protéger un certain nombre de personnes. Je voudrais juste citer en exergue ce qu'a dit Robert Jackson, qui était le procureur au procès de Nuremberg, qui a été quand même un acte fondateur du droit de la guerre, pas le seul, mais... Pour lui, la force du droit international, ses prescriptions, ses défenses et surtout ses sanctions sont au service de la paix, de sorte que les hommes et les femmes de bonne volonté dans tous les pays puissent avoir la permission de vivre sans en demander l'autorisation à quiconque sous la protection du droit. Donc Amnesty, nous travaillons beaucoup sur la question du droit, on en a déjà parlé, et notamment le droit international. Et les droits de la guerre sont régis par... des conventions qui sont signées ou pas, ou qui sont signées, ratifiées, il y a plein de situations différentes. Et là, en l'occurrence, le droit de la guerre est régi par ce qui s'appelle les conventions de Genève. Les premières datent de 1800 et quelques, mais la plus importante est de 1949, donc à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, bien évidemment. Et son objectif, c'est de limiter les dégâts, on pourrait dire, par rapport aux conflits internationaux, seulement, conflits armés internationaux. Depuis, en 1977, on a élargi aux conflits pas forcément internationaux, les conflits armés en général, par exemple les guerres civiles, mais pendant 30 ans, ça se limitait aux conflits internationaux. Et les objectifs des conventions de Genève et des protocoles additionnels, c'est bien sûr de protéger les civils, les prisonniers de guerre, les blessés, les malades, les humanitaires qui agissent sur le terrain, d'empêcher l'utilisation de ce qu'on appelle des boucliers humains, et d'empêcher les prises d'otages également. On l'a vu là dans ce qui se passe en Ukraine, il a pu y avoir des prises d'otages. Et on pourrait dire de façon générale, c'est de limiter la barbarie des guerres, et protection des civils en particulier. Alors toujours par rapport à cette convention de Genève que vous venez de citer, le terme guerre n'est toujours pas utilisé par la Russie pour qualifier le conflit avec l'Ukraine. Est-ce que vous veillez justement à l'application de cette convention ? Bien sûr, c'est notre principal travail en ce moment, et notamment nous documentons tout ce qui est l'utilisation d'armes interdites dans la guerre. Je parlais du droit de la guerre. Les conventions de Genève et les protocoles additionnels qui sont venus depuis interdisent par exemple les bombes à sous-munitions. Il faut le savoir, c'est complètement interdit, c'est pour ça que les journalistes en parlent souvent. Ce qu'on appelle les bombes à sous-munitions, vous le savez sûrement, ce sont les bombes qui agissent de façon fragmentée, elles se fragmentent en tombant ou en éclatant dans l'air, ce qui fait que parfois elles agissent après, elles ont des effets après être tombées. Il y a d'autres, ça libère des centaines de munitions, on va dire, ou ça fait un petit peu comme les mines antipersonnelles. Une fois qu'elles sont tombées, elles peuvent éclater, enfin les projections peuvent éclater. Donc, selon Amnesty Handicap International, 98% des victimes des bombes à sous-munitions sont des civils. Il faut le savoir, dont un tiers d'enfants. Et presque entre 5 et 40% des bombes à sous-munitions n'explosent pas à l'impact. Donc ça explique que ça a été interdit notamment par le traité d'Oslo, qui interdit l'utilisation dans le monde. Ce traité a été signé en 2008 et c'est devenu une norme internationale. Il faut savoir que la France, par exemple, depuis juin 2016, a annoncé qu'elle avait détruit toutes ces bombes à sous-munitions. Avant, nous en fabriquions. Et depuis, on n'a plus du tout de stock de ces armes. C'est un point sur lequel on peut être fier en France, même si on a d'autres soucis avec les armes en France. Et il y a une centaine d'États dans le monde qui sont partis de ce traité d'Oslo. C'est important. Donc, d'en trouver en Ukraine, ça relève du crime de guerre. De même, les mines antipersonnelles, on en a déjà parlé. On connaît, ça s'est posé il y a quelques années de façon massive. Il existe encore, même si c'est interdit, plus de 56 pays où on trouve encore des mines antipersonnelles, alors qu'il y a eu tout un travail de déminage qui a été fait. Sont interdites aussi par les protocoles les armes nucléaires, qui sont les plus inhumaines, les plus aveugles qui aient jamais existé. Et on sait très bien que ça a été utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui date de 2017, adopté aux Nations Unies. Les armes chimiques sont également interdites, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les médias, avec la crainte que ce soit utilisé en Ukraine. Elles sont prohibées depuis 1997. Et dernier outil
de destruction, les robots tueurs, qui eux sont complètement aveugles et qui nous inquiètent beaucoup parce que si c'est une machine qui décide, il n'y a plus de responsabilité. Si c'est la machine qui décide d'aller tuer des personnes, qui est responsable juridiquement ? Donc personne, c'est la machine qui s'est trompée, elle a tué quelqu'un à la place de quelqu'un d'autre ou des populations. Donc nous ne sommes pas les seuls, beaucoup de gens demandent, beaucoup d'associations, d'organismes demandent que ces robots tueurs soient interdits, ce qui n'est pas le cas encore, puisque c'est relativement nouveau. Autre organe assez important dans tout ce qui est droit de la guerre, etc., c'est la CPI, la Cour pénale internationale. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est en un premier temps ? Donc la CPI, c'est la première juridiction permanente internationale pour juger, donc Cour pénale internationale, pour juger les grands crimes internationaux. Elle a été définie, on peut dire, son rôle a été défini par ce qu'on appelle le statut de Rome, dont on peut entendre parler. Donc le statut de Rome qui date donc de 2002, enfin l'adoption de ce statut c'est 2002. Il faut savoir que dans le monde il y a eu 140 États signataires au départ, mais ce qu'on appelle les États parties, c'est-à-dire les États qui ont vraiment ratifié leur adhésion à ce statut de Rome, sont au nombre de 124. La Russie s'en est retirée en 2016. Je le dis pour la suite des événements, quand on va suivre ce qui va se passer au niveau juridique. La Russie s'en est retirée, les États-Unis n'en font pas partie, ils ont toujours refusé de ratifier. Et l'Ukraine n'est pas État partie, mais a reconnu sa compétence en 2014-2015. Donc ça donne un espoir, quand il s'est passé l'invasion de la Crimée, donc ça donne une ouverture, disons, pour qu'un travail soit fait, travail d'enquête et par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors justement au niveau de la CPI, oui. Elle a fait état, elle a ouvert une enquête début mars justement après des soupçons de crimes de guerre. Est-ce que c'est les responsables justement de ces crimes pourraient être jugés un jour par la CPI ou c'est complètement inenvisageable ? C'est-à-dire que si on prend le cas de la Russie qui ne reconnaît pas donc la CPI, déjà ça pose un problème. Pour pouvoir juger, il faut avoir les preuves de qui a commandité par exemple une tuerie, enfin une opération avec des bombes à sous-munitions, etc. Il faut trouver les preuves des personnes, parce qu'on ne juge pas les États. La CPI ne juge pas les États, elle juge des personnes. Donc il faut pouvoir être certain que ce sont ces personnes qui ont été à la manœuvre pour telle ou telle opération concrètement. Et après, il faut pouvoir les arrêter. C'est-à-dire que ça suppose que les autorités du pays soient d'accord pour qu'on aille chercher les criminels de guerre. Donc ce qui n'est pas une partie facile, on le sait, puisque la CPI, à ce jour, donc qui existe depuis 2002, ça fait 20 ans, elle n'a pu vraiment travailler et juger des personnes qu'en nombre très limité. Le travail d'enquête est très long. Ensuite, il y a l'arrestation. Les criminels se cachent, sont cachés par des complices, etc. Ne sortent pas du pays parce qu'ils sont protégés dans leur pays. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Oui. Il y a de nombreux États qui dénoncent les acteurs russes. Est-ce que vous attendez justement que ces États appliquent la compétence universelle ? Bien sûr, et nous sommes les premiers à demander à ce que ça soit réellement universel. La compétence universelle, ça permettrait, par exemple, de juger, admettons, un militaire qui aurait donné l'ordre d'un crime de guerre, qui serait sorti du pays, qui se promènerait en France, par exemple, qui aurait une villa, un yacht, etc. Cette compétence universelle permet de l'arrêter et de le juger en France, pas forcément dans le cadre de la CPI. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec un militaire syrien qui a été jugé donc là, très très récemment, qui a été arrêté en Allemagne. Et au titre de la compétence universelle, l'Allemagne a fait un procès et ce militaire syrien donc a été jugé par un tribunal allemand dans le cadre des crimes de guerre. Donc ça a été reconnu et c'est ce qui s'appliquait. Vous espérez plus de respect de ces traités internationaux peut-être de la part du prochain chef d'État en France ? Oui, et puis on a déjà évoqué la question du commerce des armes. Oui, bien sûr, que les traités sur le commerce des armes que nous avons signés, on les respecte. Mais pas totalement. Avec le Yémen, la crise au Yémen, par exemple, la bien France sûr. Qui vend des armes, notamment à l'Arabie Saoudite. Qui sont utilisées contre les populations civiles. C'est toujours les crimes de guerre, c'est tout ce qui atteint les populations civiles qui ne devrait pas. Une guerre, ça devrait se limiter aux objectifs militaires, bien sûr. Marie Hochard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on peut soutenir Amnesty International au passage, justement, via votre site internet, par exemple ? Bien sûr, oui. Nous avons besoin à la fois de soutien, d'argent pour mener les enquêtes sur le terrain, de tout un travail aussi
documentation. Oui, Et ben, je rappelle dans ce cas amnesty.fr. Merci voilà. encore d'avoir été avec nous, Marie Auchard. Et cette émission est disponible comme d'habitude en podcast audio, vidéo, ainsi que sur notre chaîne YouTube Radio Sensation Normandie. À très bientôt.